De 1923 à 1928, l'Allemagne avait connu une forte croissance grâce à la restauration de la valeur du mark par Stresemann. Et cette croissance avait d'ailleurs été favorisée par les erreurs des voisins de l'Allemagne. La France était restée très protectionniste et l'Angleterre avait pratiqué une politique de surévaluation de la livre qui avait d'ailleurs été menée par Churchill, qui était alors chancelier de l'échiquier. Et néanmoins, en 1927, un accès de faiblesse de la bourse de Berlin avait indirectement entraîné le krach de la bourse de New York, le fameux jeudi noir de 1929. Et cette crise de 1929 avait entraîné le ralentissement du commerce mondial. Or, l'Allemagne dépendait fortement du commerce mondial et aussi des investissements américains. Et donc, il s'en était suivi des faillites de banques. La première avait été le Kreditanstalt de Vienne, et ensuite la récession qui fit qu'en 1932, il y avait en Allemagne 6 millions de chômeurs. Et on pouvait prévoir que deux partis pouvaient tirer profit de cette situation dangereuse. C'était le Parti communiste ou bien le Parti national-socialiste. Ce Parti national-socialiste, il est dirigé par Hitler. Hitler, c'est un ancien combattant de la Grande Guerre qui est devenu orateur du Parti des travailleurs allemands. Et puis il en est devenu le chef en 1921, il l'a transformé en Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Il lui a donné pour emblème la croix gammée. Il a pris part au coup d'État de la brasserie de Munich en 1923, aux côtés de Ludendorff. Ludendorff qui n'était rien d'autre que l'ancien commandant en chef de toutes les troupes allemandes pendant la Grande Guerre, donc pas n'importe qui. Néanmoins, ce coup d'État avait échoué, et Hitler avait été condamné à 5 ans de forteresse qui avait été réduit à 6 mois de prison. Il avait mis à profit ces 6 mois de prison pour écrire Mein Kampf. Et dans cet ouvrage, il va donner tout son caractère idéologique au national-socialiste. Il va y ajouter à la composante nationaliste une composante racialiste. Il va souhaiter réunir tous les Allemands, tous ceux qui parlent allemand dans un seul et même État, dont il faudra purger les éléments étrangers. Et puis d'autre part, il estime que ce peuple allemand est trop à l'étroit dans ses frontières et que donc il doit conquérir des terres à l'Est. C'est ce qu'il appelle l'espace vital du peuple allemand, Lebensraum. Or à l'Est, il y a des peuples slaves et il déclare que les peuples slaves devront être asservis par le peuple allemand. Tout cela est très important parce que ça influera beaucoup sur le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, qui est issue de la Première, mais qui présente des caractères propres qui expliquent son déroulement. Et en Allemagne, au pouvoir, il y a le centre, le Zentrum. Et ce centre, comme l'Allemagne pendant la Grande Guerre, doit combattre sur deux fronts, entre les nationaux-socialistes et les communistes. Et les chemises brunes des nationaux-socialistes affrontent dans la rue les troupes de choc du Parti communiste. Il ne faut pas oublier qu'à la suite du coup d'État de Kapp, en 1925, qui avait établi un gouvernement indépendant à Berlin, et puis il s'était formé une armée rouge de 50 000 hommes. Donc la situation est extrêmement tendue, la guerre civile ne s'est jamais vraiment complètement arrêtée en Allemagne. Et aux élections anticipées de 1930, les communistes et les nationaux-socialistes obtiennent à eux deux plus du tiers des voix. Mais c'est le Parti national-socialiste qui va le mieux profiter de la situation. Et aux élections de 1932, aux législatives de juillet 1932, le Parti national-socialiste devient le premier parti d'Allemagne. Néanmoins, aux élections qui ont lieu la même année en novembre, il perd des voix. Donc la situation est incertaine. Va-t-il parvenir au pouvoir? Y aura-t-il une coalition d'une sorte ou d'une autre? Personne n'a la majorité absolue. Néanmoins, le 30 janvier 1933, le maréchal von Hindenburg, qui est président de la République, nomme Hitler chancelier. Donc vous voyez, quand on dit que le Parti national-socialiste est arrivé au pouvoir par les élections, ça n'est pas tout à fait exact. Il n'a jamais remporté une majorité absolue aux élections, bien qu'il ait été très puissant. Dès le 4 février, une fois au pouvoir, les nationaux-socialistes interdisent une partie des journaux socialistes et communistes. Et puis se produit un événement qui est l'incendie du Reichstag. Alors est-ce qu'il a été provoqué par quelqu'un qui a été manipulé? L'auteur, c'est un chômeur communiste néerlandais, ou est-ce que cet individu avait agi de son propre chef et que l'événement a été instrumentalisé? C'est difficile à savoir, le résultat est le même, c'est que immédiatement le Parti communiste est interdit et que de nombreux opposants sont arrêtés. Et aux élections de mars 1933, le Parti national-socialiste obtient 44% des sièges à l'Assemblée, au Reichstag. Mais l'arrestation des 81 députés communistes va lui permettre d'obtenir la majorité absolue qu'il n'avait pas. Et immédiatement, cette majorité absolue vote à Hitler les pleins pouvoirs. Le 14 juillet, le Parti national-socialiste devient le seul parti légal.
régime de parti unique, c'est la caractéristique première d'un régime totalitaire. Et les élections de 1933, en novembre, se font sur liste unique. Je ne sais pas si ça vaut le coup de se déplacer. Et désormais, ce parti national-socialiste va faire corps avec l'État, à tel point que le drapeau de l'Allemagne devient le drapeau à croix gammée, qui est celui du parti. Et maintenant que Hitler est maître de l'État, il va se débarrasser d'une partie de ses soutiens, à commencer par Röhm qui est le chef des SA. Et les SA, les Sturmabteilungen, regroupent 3 millions donc, de chemises brunes. C'est une troupe énorme. Et du 29 juin au 2 juillet 1934, eh bien, les SS vont entreprendre d'éliminer les chefs des SA, qui vont continuer d'exister, mais qui seront désormais beaucoup plus asservis à Hitler lui-même. Hitler, désormais maître de l'État, souhaite que les fonctions de chancelier et de président de la République soient confondues en une seule. Mais le président von Hindenburg est toujours là, donc on prévoit une loi qui va confondre ces deux fonctions dès que Hindenburg sera mort. Or, il meurt dès le 2 août et la loi s'applique immédiatement. Toutefois, Hitler souhaite avoir une base beaucoup plus populaire à son pouvoir et donc il organise un référendum. Et ce référendum, qui a lieu le 19 août 1934, obtient 90% de oui, avec une participation de 84%. C'est donc un grand succès, même si ce succès est favorisé par les opérations d'intimidation, bien entendu. Et Hitler devient Führer et chancelier du Reich. Et immédiatement, l'Allemagne est embrigadée sous toutes ses formes. Tous les mouvements de jeunesse sont supprimés, notamment le scoutisme, est remplacé par un mouvement unique et obligatoire, les jeunesses hitlériennes. Il existe un front du travail qui regroupe toutes les associations de travailleurs, il existe même un service du travail qui précède le service militaire. La société est embrigadée de toutes les manières possibles. Et c'est en 1938 que le caractère racialiste du régime va éclater de manière vraiment visible lors de la nuit de cristal. Depuis 1933, il y avait déjà eu des opérations de boycott des magasins juifs, mais qui avaient eu un succès assez faible. Les juifs avaient été exclus dès 1933 de la fonction publique, et en 1935, les lois de Nuremberg leur avaient retiré la nationalité allemande, leur avaient interdit l'accès aux professions libérales ainsi qu'aux professions de l'enseignement. Et en 1937, c'est la médecine qui leur avait été interdite. Toutes ces mesures avaient provoqué une forte émigration qui n'avait pas été d'ailleurs sans mal. Il n'était pas si facile de trouver un pays d'accueil pour ces juifs qui souhaitaient émigrer. Mais c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, qu'on appelle la nuit de cristal, que va commencer la persécution physique des juifs en Allemagne. On l'appelle la nuit de cristal à cause probablement des vitrines brisées. Voilà, c'est un nom qu'on a donné pour symboliser cette nuit tragique, qui a duré en fait bien sûr pendant assez longtemps et qui a conduit 25 000 juifs à être déportés dans les camps de Dachau en Bavière, de Buchenwald en Thuringe et de Sachsenhausen dans le Brandebourg près de Berlin. Alors ces camps existaient déjà, c'est là qu'on avait mis les opposants communistes dès 1933 et ils vont accueillir là une nouvelle catégorie d'opposants supposés d'ailleurs, parce qu'en fait ce ne sont pas vraiment a priori des opposants, mais des indésirables. Et ce système concentrationnaire connaîtra une évolution dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais cette nuit de cristal symbolise la mise en place de l'idéologie racialiste en Allemagne, qui se produit en parallèle avec le réarmement allemand qui va conduire à la guerre.